Antoine Robitaille, nous avons aujourd'hui eu droit à une espèce d'éclipse médiatique, presque. Hein? Paul Saint-Pierre Plamondon a réussi à reprendre le contrôle de l'agenda médiatique qu'il avait temporairement laissé s'échapper hier à Christine Fréchette. Cette annonce là, qu'il nous a annoncée hier soir, dévoilée ce matin, c'est un succès ou une erreur de communication, selon toi? Ben, c'est en partie un succès. Il y a quelque chose d'évident, comme tu l'as dit. Il a occupé toute la place ce matin. Tout le monde se demandait aussi, avec l'énigme qu'il avait lancée hier soir, ce qu'il allait nous dire ce matin. Donc, et ça a éclipsé en partie la fameuse nouvelle dont on a discuté, toi et moi, hier, de cette entente de Churchill Falls. Alors, ça, c'est un succès. Je sais que ça a fâché les caquistes. Moi, j'ai reçu ce mot d'un caquiste qui m'a dit PSPP fait un Catherine Fournier de lui-même. Pourquoi je dis ça? Les gens s'en souviennent peut-être pas, mais Catherine Fournier, l'an passé, à un moment donné, avait dit attention, je vais vous dire quelque chose de très important sur mon avenir politique demain. Puis finalement, c'était juste pour dire qu'elle se représente. Qu'elle se représentait. Donc, et à Longueuil, elle est élue par genre, je sais plus combien, mais tu sais, c'est comme, il n'y a aucun doute qu'elle allait être réélue. Là. C'est comme, je continue, là, grosso modo. C'est Kim Jong, Catherine. Donc, c'est ça. Et là, le caquisme m'écrit aussi, il l'avait déjà dit en février, qu'il attendrait le départ de Trump. Tout ce qu'il voulait, là, cet esbrouf-là, c'était pour casser Churchill Falls, puis c'est même pas subtil. Donc, on voit que chez les caquistes, ça a résonné, là. Ils étaient fâchés de cette stratégie-là, donc ça veut dire que ça a en partie fonctionné. Mais ça a suscité toutes sortes de réactions aujourd'hui, Francis. Je sais pas si tu as entendu. Moi, je les classerais en deux catégories. Ouais. Tu as une catégorie incertitude. Ça, c'est Fréchette et Milliard. Et d'ailleurs, moi, j'ai taquiné un peu les gens de Fréchette parce que j'ai trouvé tellement que leur réaction était similaire. Hein? Que nous réserve avec le PLQ et la CAQ, c'était un peu les mêmes lignes de communication, finalement. Exactement. Tu sais, des fois, on se dit, mais où est l'autonomisme de Mme Fréchette? Je vais te dire, hier, moi, j'ai été passablement agacé par son discours bilingual à Terre-Neuve, alors que le premier ministre de Terre-Neuve, qui en doit quand même une à Mme Fréchette, là, parce qu'ils ont signé cette entente-là, il aurait quand même pu dire bonjour. Hello, bonjour, je sais pas, moi, un mot en français. Elle, par contre, a été la plus bilingue, je pense plus bilingue que M. Carney. Et donc, elle a une façon très libérale de réagir aussi aujourd'hui. D'ailleurs, tu sais la rumeur, hein, Tony Wakeham aurait le même prof d'anglais que Michael Rousseau. Hein, c'est ce qu'on dit. Oui, de français peut-être. De français, oui, excuse-moi, de français. Oui, c'est ça. Oui, j'ai raté ma blague, finalement, oublie ça. Non, il n'y a pas de problème. Non, mais je suis d'accord avec toi. Puis j'avais été encore plus insulté quand le premier ministre précédent en 2024 là, avait fait la présentation de cette entente-là avec M. Legault, puis il n'avait pas soufflé un mot de français. J'en reviens pas. Tu sais, ce serait, il me semble, la politesse nécessaire, mais comment on réagit, nous, au Québec, puis comment une première ministre qui se dit autonomiste réagit, ben, en étant totalement bilingual, si tu me permets, le barbarisme. Alors, il y a eu l'autre catégorie de réaction. Ruba Gazal a dit, et l'autre catégorie, je la catégoriserais, je la décrirais comme c'est pas aux Américains de décider. Puis moi, j'avoue que je trouve ça intéressant comme réaction. Parce que c'est un peu le côté faible de l'annonce de monsieur Plamondon aujourd'hui. Je sais pas si c'était de mon avis, mais Ruba Gazal a dit notre projet de faire de Québec un pays ne peut pas dépendre des aléas du monde entier. C'est une bonne phrase, selon moi. J'ai eu l'occasion d'en débattre avec Georges Mercier un peu plus tôt à l'émission. Puis j'ai lu beaucoup de réactions là-dessus. Puis je m'amuse toujours un peu, mais il y a une partie de moi qui ça sonne un peu condition gagnante, là, on va se le dire. Là, Trump, après ce sera la COVID, l'inflation, la cherté. Il y a toujours un prétexte à ne pas faire le truc que le PQ aimerait faire, là, qui est un référendum. Il y a une autre partie qui est
pour faire l'indépendance, il faut être élu. Puis là-dessus, effectivement, M. Saint-Pierre Plamondon l'avait dit, je pense en France, je me rappelle plus avec quel animateur, mais il disait, si je n'avais pas l'indépendance, quasiment comme un boulet, là, je sais pas comment je serais élu à 50%. Et grosso modo, c'était comme l'obstacle entre la gloire et lui, grosso modo, ce qui est un peu paradoxal à dire comme chef du PQ, mais en même temps, je pense qu'ils veulent former le prochain gouvernement. Il semble y avoir de très bons candidats au PQ là, qui ont été annoncés déjà, mais effectivement, les soutiens à la souveraineté sont... Donc, il y a un côté qui est condition gagnante, il y a un autre côté qui est pragmatique. Là, finalement, il faut être élu pour faire quoi que ce soit de nature indépendantiste. Et donc, soyons réalistes. Ce qui manque beaucoup à Québec solidaire, soit dit en passant, ce réalisme, parfois. Mais ça change. On en parlera dans mon deuxième sujet. Ouais. À Québec solidaire, je trouve qu'il y a quand même une certaine évolution. Puis c'est vrai que si on... quand on se cramponne à une idée, puis on la défend en se foutant, je dirais de façon, écoute, je veux pas insulter les gens, mais de façon autiste un peu. Tu sais, quand tu es idéologue, tu te fous de ce que la population peut penser. Or, quand tu veux te faire élire, puis je pense que c'est ça la démocratie aussi, oui, ça prend du leadership, donc ça prend l'idée qu'il faut aller vers là, mais si les gens sont pas tout à fait prêts tout de suite, ben il faut avoir l'ouverture d'esprit, de dire il faut s'ajuster. Puis je vais te dire, quand je parle aux candidats péquistes actuellement, puis à Paul Saint-Pierre Plamondon, dans leur porte-à-porte, là, les gens, quand tu leur parles d'indépendance, de référendum, ils ont un mot qui sort, Trump, tout le temps. Donc, il fallait qu'il s'attaque à cette question-là. Là, certains disent, ben, c'est une vieille nouvelle. Il l'avait dit en février après Chicoutimi. Oui. Il l'avait même dit en point de presse le lendemain. Je me souviens, j'étais là à l'Assemblée nationale, puis on l'avait pas mal cuisiné là-dessus. Puis déjà, il y avait eu des titres là-dessus. Il l'avait dit, écoute, le 4 décembre 2025, il présente le chapitre Constitution du livre bleu. Je suis là aussi au point de presse. En fait, c'est une conférence de presse derrière un bureau, puis tout, puis il présente tout ça. Déjà, il disait ça va prendre 1 ou 2 ans de consultation pour la constitution temporaire. Donc, il y avait déjà... J'ai lu aussi Patrick Taillon, le constitutionnaliste, en janvier dans la presse qui disait c'est ce qu'il va annoncer éventuellement quand on lit le livre bleu. Donc, il y avait une chose évidente. Mais aujourd'hui, il faut le dire, il en fait, Paul Saint-Pierre Plamondon, un engagement. C'est peut-être ça la nuance. Il fait un engagement, mais en fait, on pourrait parler de ça longuement, mais un engagement de tenir un référendum, ça, il l'avait déjà un peu fait, mais à la fin du mandat, grosso modo, parce que Donald Trump va quitter la Maison-Blanche le 21 janvier 2029, pardon. Et là, après, tu sais, j'en parlais avec Georges, il va peut-être être remplacé par J.D. Vance, Donald Trump, puis je sens pas que ça va être beaucoup plus rose pour les péquistes, les souverainistes, sous une continuation, en fait, des politiques de Donald Trump. On obsède sur le personnage. La question a été posée, et si c'est J.D. Vance, et si c'est Pete Hegseth, et là, la réponse est systématiquement du PQ. L'enjeu, c'est pas avec le Parti républicain ou un parti américain en particulier. Trump, il est unique dans son style et sa façon de faire et dans la réaction qu'il provoque. Ça, je pense que c'est une réponse raisonnable. Bon, en même temps... À débattre, Antoine, effectivement. Puis de toute façon, tu viendras à mon émission autour de cette date-là, le 15 janvier 2029, puis on pourra poursuivre la conversation. C'est un rendez-vous. C'est un rendez-vous. Tu l'as un peu évoqué, mais Ruba Gazal, aujourd'hui, a fait une annonce. Bon, il y avait plusieurs choses, mais grosso modo, elle a notamment parlé de la fatigue climatique, de ce sentiment. Peut-être que dans la population générale, entendre parler de la fin du monde environnemental à tout bout de champ, c'était peut-être démobilisateur pour Québec solidaire, pour d'autres formations politiques. Qu'est-ce que tu fais d'une annonce comme ça? C'est dans son entrevue avec Rémi Nadeau ce matin dans le journal. Puis j'ai trouvé que c'était une très bonne entrevue parce que elle dit aussi, les gens le savent que ça va mal. Or, je pense que c'est un talon d'Achille de Québec solidaire qui répète constamment, il y a une crise du logement, les gens sont pas capables de payer leur épicerie et tout ça. Oui, ça, on le sait, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Puis quand ils proposent des choses, ben
des fois, c'est ambigu ou ça va très loin. Sur le climat, là, il faut le savoir, après 2022, à un moment donné, ils ont dit, nous, là, on est tellement convaincus qu'il faut lutter contre les changements climatiques qu'on est prêt à bloquer le Parlement. Je ne sais pas si tu te souviens. Ils étaient prêts à bloquer le Parlement entièrement là, pour forcer, d'une certaine façon, le gouvernement à poser des gestes pour se battre contre les changements climatiques. Ouais. Et là, je me souviens, ça n'a pas pris 2-3 semaines que cet engagement-là il est tombé. Il est comme parce disparu en catimini. Ouais. Aussi. Et j'ai comme l'impression qu'il y a un recentrage chez Québec solidaire. Et on le sait, Gabriel Nadeau-Dubois avait essayé il y a 1 an et demi de dire il faut être au gouvernement pour faire quelque chose. Donc, il faut devenir une gauche de gouvernement. Et certains diront que c'est ce qui l'a amené à quitter la politique, là, cette inhabilité de Québec solidaire, ou en fait ses partisans de sa base à vouloir être élu, là, éventuellement, à préférer l'idéologie au pragmatisme. C'est quand même un peu, pour moi, ironique d'avoir chassé celui qu'on incarnait avec une forme de gauche pragmatique, puis que ce soit maintenant Ruba-Gazal et Sol Zanetti qui opèrent ce recentrage. Je sais pas, connaissant le jeu des personnages, c'est un peu singulier quand même qu'on fasse ça après le départ de GND. Hein? L'hypothèse, c'est s'il y a quelque chose qui se passe à gauche actuellement. Regardons aux États-Unis, Alexandria Ocasio-Cortez, qui est une figure là, de la gauche américaine, du Parti démocrate, mais très, très à gauche, qui commence à jeter du lest, elle aussi, sur le wokisme. Elle a presque dit le woke is dead, là, en disant, écoute, on est allé très, très loin dans ce sens-là. Elle a appelé ça woke one, comme si c'était un genre de première tentative de wokisme, puis là, qu'elle allait peut-être avoir woke 2, une version un peu édulcorée. On verra bien. Plus raisonnable. Un woke de gouvernement. Je suis pas certain à écouter M. Mamdani ces temps-ci que Woke 2 sera très différent de Woke 1, mais écoute, je pourrais être surpris. Antoine Robitaille, toujours un plaisir. On se retrouve demain. Oui, on se reparle demain. Salut, Francis.